Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Donc, et toi, Yann, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? C'est une excellente question. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne attitude en phase d'incertitude. Je me suis dit que ce serait intéressant de repartager avec vous une intervention que j'ai déjà faite il y a un peu plus d'une année sur un cas de figure, une étude de cas qui s'est produite, enfin, que Goldratt a fait donc, lors d'une de ses interventions en 2009. Euh, je vais démarrer de suite. Et donc, en 2009, à quel moment nous étions? On était au début de l'année, hein. Autant dire que nous étions quelques mois après les subprimes. Tout le monde clamait haut et fort que c'était une récession mondiale. Et dans ce contexte, le codir d'un fabricant de semi-conducteurs japonais faisait sa revue annuelle avec Goldratt, donc qui est un consultant de métier, et après être physicien, hein, mais il en a fait une activité sur les sujets de management. Et donc, il recevait le codir de cette société pour préparer la stratégie de la nouvelle année, hein. Et, euh, et ils sont arrivés avec une problématique qui était la suivante. Leur vente avait baissé au mois de novembre et s'était effondrée au mois de décembre de moins 50%. Donc la question était plus de préparer l'année, la question était de savoir combien de personnes faut-il licencier. Donc c'était pas si, est-ce qu'il faut licencier, mais c'était directement combien. Et pour la mise en perspective, une société japonaise, enfin le licenciement pour une société japonaise est vraiment la dernière mesure qui peut être acceptable en cas de réel danger de faillite. Donc, on a bien compris dans ce contexte que donc le danger de faillite était réel, du moins la perception était réelle, et que c'était l'ultime recours qui devait être appliqué. Et donc, combien finalement de licenciements devaient avoir lieu dans l'entreprise. Et à nouveau, enfin, on parle du codir, donc des gens avec la tête bien faite qui sont, enfin, qui sont des experts dans leur domaine, mais qui lisent les médias aussi. Donc peut-être des petits biais à ce niveau-là. Euh, donc, suite à ce constat, pour rappel, le CODIR doit prendre des mesures au sein de l'entreprise pour la sauvegarder et informer, rassurer les actionnaires sur les décisions prises, sur les perspectives de croissance et puis la nouvelle organisation à mettre en place face à la crise. Et sachant que, comme tout le monde, ils n'ont absolument aucune visibilité sur les jours qui suivent. Donc, quelle serait la bonne réponse dans ce contexte? Est-ce qu'ils doivent licencier 35% des effectifs, 15%, 5%, ou éventuellement trouver une autre solution? Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une lecture fiable des événements? Les chiffres sont mauvais, c'est un fait. Les perspectives annoncées sont catastrophiques, c'est du moins ce qu'annoncent les médias. Donc, la situation est perçue comme très critique. Pour illustrer un modèle d'extrapolation qui est celui dans lequel, enfin, si on suit ça, hein, donc les chiffres sont mauvais, les perspectives annoncées catastrophiques, donc très critiques. Donc là, on fait de l'extrapolation, hein. On peut prendre un exemple et on va prendre l'exemple de Nassim Taleb, qui lui représente enfin, une dinde qui se réveille le matin, quelqu'un vient lui donner à manger, hein, la dinde est contente. Le deuxième jour, la dinde se réveille, quelqu'un vient lui donner à nouveau à manger, elle est toujours contente. Et le troisième jour,
elle se réveille à nouveau, elle est nourrie, elle est contente, et ça se répète au fil des jours, hein. Au 50e jour, elle est toujours très contente de se réveiller, d'avoir sa nourriture, et vient un jour où elle se réveille et on lui coupe la tête. Grande stupeur, mon Dieu, cette dinde qui a eu à manger tous les jours a maintenant la tête coupée. Extrapolation, on la nourrit, elle était contente, et on ne sait pas pourquoi, un jour, on lui coupe la tête. Et si on prend une autre méthode de réflexion, qui est la méthode de cause à effet, pourquoi est-ce elle a la tête coupée aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est Thanksgiving. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a nourri la dinde tous les jours? Eh bien, c'était pour la manger. Donc, à partir de ce constat-là, on va sortir d'un modèle d'extrapolation, hein, de prendre les événements passés tels qu'ils sont ou tels qu'on nous les présente et d'en tirer des conclusions. On va essayer de les décortiquer et d'analyser tout ça. Donc, le modèle qui est le plus approprié dans ce cas de figure est un modèle de cause à effet. Donc, reprenons notre cas, notre étude de cas. Donc, c'est un fabricant de composants qui, elle, vend ses composants à un fabricant d'électronique qui les assemble, qui, lui, les vend à un détaillant, qui, lui, les vend au consommateur final. Et pour la petite parenthèse, la somme des appareils vendus doivent être produits. OK? Donc, tous les appareils qui sont consommés en finalité doivent être produits par le fabricant. On va voir pourquoi c'est intéressant par la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis en décembre 2008? Il y a deux phénomènes à relever. Le premier, c'est que la croissance américaine a baissé. On va prendre le cas on va pas trop s'attarder sur les autres marchés. Pourquoi est-ce que les Japonais sont intéressés par les États-Unis? Enfin, il y a toute une analyse derrière qui prétend enfin, qui met les liens en perspective. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'analyser les États-Unis? C'est que c'est le lieu de la crise. Donc, en finalité, la consommation au mois de décembre a baissé selon les sources les plus pessimistes. On est au mois de janvier, donc on n'a pas encore les chiffres réels, mais on arrive à avoir des informations assez précises. Donc, moins 3% de la consommation, ce qui est conséquent. Est-ce que c'est catastrophique? Pas forcément. Et surtout, on se rend compte que les détaillants, eux, ont accordé des rabais entre 25 et 30%. Et dans l'histoire, enfin, jamais il y avait eu des rabais aussi importants sur une période de Noël, où en général, c'est la période où les prix sont maintenus parce qu'il y a une forte demande. Donc, on a une baisse de la consommation de moins 3%, pardon. Euh, et puis des rabais qui ont été accordés exceptionnels. Euh, quand on analyse ces deux chiffres, à savoir que la consommation est en chiffre d'affaires et le rabais aussi, on se rend compte que le nombre d'unités vendues, finalement, vu que des rabais entre 25 et 30% ont été accordés, pardon, hein, le nombre d'unités produites ou vendues pour atteindre les moins 3%, et ben, en finalité, on peut se rendre compte que la quantité vendue en moyenne sur cette période-là a augmenté de 20%. Donc on se rend compte que la consommation, donc le chiffre d'affaires est un petit peu réduit de moins 3%, mais des rabais très importants ont été accordés. Donc le volume total des produits ont augmenté de 20% sur la période. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Euh, c'est que notre société de fabricants de composants a, lui, vu ses ventes chuter de 50%. Et à l'autre bout de la chaîne, donc au niveau des consommateurs, on n'a eu que moins 3% de baisse. Donc, c'est pas forcément effondré à proprement dit. Et finalement, on a aussi les médias qui soutiennent que les détaillants doivent mettre la clé sous la porte. C'est une catastrophe. Prenons la rue très fréquentée. La moitié des magasins ont fermé, rien ne va plus, c'est une récession mondiale. Et un autre chiffre qui peut être intéressant, c'est que le chiffre d'affaires de Walmart, qui est le plus grand détaillant américain, 400 milliards de chiffre d'affaires, a lui progressé de 2%. Donc on se rend compte que
on a un contexte qui nous dit que cette crise financière des subprimes va se transformer en récession mondiale. Euh, on a pu constater dans la société une baisse des ventes de 50%, mais finalement, en analysant un petit peu tous ces chiffres, on se rend compte que c'est pas si pessimiste que ça, c'est pas si catastrophique. On a moins 3% de consommation, et il y a même des chiffres d'affaires qui progressent un peu, donc qui lissent un petit peu tous ces événements. Donc, la prochaine question, on a analysé le contexte économique. En finalité, pourquoi est-ce que nous, on était impacté de moins 50%, quand en finalité, on s'aperçoit que le marché est relativement stable, même si c'est des mouvements assez importants à ce niveau-là. Donc, forcément, les détaillants lisent aussi les journaux. Eux, ils voient partout le titre récession. Donc, quel est leur pire cauchemar? C'est de se retrouver avec un stock de produits obsolètes qui n'ont pas réussi à vendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font quelles mesures ils doivent prendre? Ils doivent réduire leur inventaire. Et deux façons de le faire: accorder des rabais importants pour vendre plus vite, et ne pas passer les commandes, enfin, baisser le niveau de commandes qui vont passer auprès de leurs fournisseurs. Donc, c'est les deux leviers qu'ils ont pour diminuer leur stock et diminuer leur, euh, leur, euh, j'ai perdu le mot, vous m'excuserez, leur attrait, enfin pas leur attrait, mais leur exposition, pardon, aux événements. Donc, si on reprend notre chaîne de fabrication, de production, les consommateurs, donc eux, en finalité, ils ont acheté 3% de moins auprès des détaillants, hein. Dans le contexte actuel, les détaillants, ils ont dit: Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je réduise mon stock. Donc, ils accordaient des rabais et passaient moins de commandes. Donc, ils ont réduit leur volume de commandes de moins 30%. Qu'est-ce qu'a fait le fabricant d'électronique, lui, en voyant les médias qui annoncent une récession mondiale et de leur côté un carnet de commandes qui a baissé de 30%? Ils répercutent exactement la même chose. Moins 30%, donc moi je réduis mon inventaire, je réduis mon stock, donc je vais commander uniquement 5% des composants dont j'ai besoin, vu que la demande est de moins 30%, hein. Et la question a été posée au fabricant de composants: est-ce que lui a également réduit son volume de commandes auprès de ses fournisseurs? Il l'a fait, de moins 85%. Donc on se rend compte que d'une situation où on a une baisse de consommation de 3%, avec des médias qui annoncent un contexte économique très compliqué, la répercussion finale jusqu'au bout de la chaîne est de moins 85%. Donc maintenant qu'on a analysé, on sait pourquoi est-ce que de notre côté on a eu ces moins 50%, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on en fait. Donc, le volume de commande des fabricants, on a vu tout à l'heure qu'ils doivent correspondre à la quantité des produits vendus aux consommateurs finaux. Donc la vraie question, maintenant qu'on a analysé tout ça, hein, donc combien de temps est-ce qu'il faut à nouveau produire pour que la chaîne retrouve son équilibre? La question est, bah, dès que les stocks seront vides. Comment est-ce qu'on fait pour savoir à quel moment les stocks seront vides? Bah, ça dépend quel est le stock cumulé sur cette chaîne de valeur, de chaîne de production. Et en faisant quelques recherches, on peut s'apercevoir qu'un détaillant a en moyenne 3 à 4 mois de stock, et qu'un fabricant a, lui, entre 1 mois et demi et 2 mois de stock. C'était valable à l'époque, c'est un petit peu réduit aujourd'hui avec les chaînes logistiques optimisées, hein. On est plutôt sur 2 mois sur un détaillant et 1 mois sur un fabricant, hein. Mais gardons ce contexte pour les calculs. Donc on sait que dans notre chaîne, on a 4 mois enfin, qu'on a maximum 6 mois, 4 mois chez le détaillant. Et si on prend en compte les événements qui sont produits, donc les ventes massives enfin, grâce au rabat accordé, hein, et puis la période sur laquelle on a exploré ça, donc novembre et décembre, on se rend compte que dans la chaîne, il n'y a plus que 2 mois de stock disponible. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant?
c'est qu'on se souvient que la quantité qui doit être produite correspond à la quantité qui doit être vendue. Donc, et c'est valable aussi bien aujourd'hui que demain. Donc, à quel niveau doit-on produire? Ben, au niveau de la consommation future. Et comment est-ce qu'on connaît la consommation future? Il y a plein d'analyses qu'on peut avoir pour trouver quelles seront les prévisions économiques euh, prévues pour le prochain trimestre, la prochaine année, etc. Et il y a d'autres choses que nous pouvons également observer à ce moment-là, hein. Toujours crise financière aux États-Unis, hein. La baisse des voitures vendues, c'est quelque chose qui est assez regardé en termes de consommation, hein. Mais dans le contexte qui nous intéresse, donc en 2009, une crise financière, donc les banques ne prêtent plus, donc c'est plus difficile de se procurer une voiture neuve. Les crédits aussi diminuent de 30% enfin, et principalement les crédits liés à l'immobilier, hein. Et d'un autre côté, on a le prix de l'énergie qui baisse de 60%, des matières premières de moins 50%. Donc on a deux facteurs au niveau financier. Donc les banques ne prêtent plus, donc c'est un impact un petit peu négatif enfin, sur l'économie, hein. Mais d'un autre côté, on a des matières premières et un niveau d'énergie, un coût d'énergie qui est très bas. Donc tout ça mis en perspective annonce quelque chose qui n'est pas si catastrophique de ça. Il y a du bon et du mauvais. Donc, comment est-ce qu'on connaît la consommation future? On regarde quelles sont les prévisions de croissance en 2009. Donc, on voit pour l'année, la nouvelle année, 1% aux États-Unis, admettons quelque chose de plus ou moins stable, qui est quand même en baisse de 2,5% par rapport à l'année précédente. Donc, il y a des impacts au niveau économique, mais par contre, la consommation est toujours là et ne va pas s'effondrer drastiquement, hein. Et une autre valeur qui peut être intéressante à avoir, c'est les salaires, savoir combien d'argent seront disponibles, enfin, sera disponible dans la poche des salariés pour consommer, hein. On voit qu'il y a une légère baisse de moins 3%, mais à nouveau, ils ne vont pas diviser par deux leur salaire. Donc, si on reprend notre postulat de base avec le contexte, donc on sait que notre société a ses ventes qui ont chuté de moins 50%, qu'on nous annonce partout une récession mondiale, mais qui en finalité pas forcément le cas, des stocks au plus bas et une croissance finalement qui est assez maîtrisée, qui sera plus ou moins stable sur les prochaines années. Donc, combien de personnes allons-nous licencier? La bonne réponse est aucun. Et pourquoi? Parce que ça coûterait plus cher à l'entreprise dans ce cas de figure, hein, on est bien d'accord, de licencier du personnel et à nouveau de le former dans 2 ou 3 mois. Et au-delà de tout, l'entreprise ne pourra pas, au moment de la reprise des commandes, enfin, fournir tous ses clients. Et allons un tout petit peu plus loin dans l'analyse, un peu plus générale. Donc tout le système est secoué, que ce soit enfin, le marché en général, peu importe l'entreprise, le secteur de l'entreprise, il y avait vraiment à ce moment-là une grande incertitude et des annonces alarmistes sur la situation économique. Tous les maillons de la chaîne sont fragilisés. On a vu d'une baisse de consommation de 3% avérée, on se retrouve en bout de chaîne sur les matières premières à moins 85%, mais que tout le monde est dans la même situation de crise. Donc, en finalité, peut-être qu'avec une analyse de cause à effet, avec une analyse fondamentale sur la compréhension avérée de la situation, eh bien, c'est une nouvelle fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à vous. Et pourquoi? On a parlé enfin, Jean-Christophe a parlé tout à l'heure de la théorie des contraintes, pardon, hein, et on va essayer d'appliquer tout ça. Donc, en finalité, pourquoi est-ce qu'il faut aller chasser chez vos concurrents, hein? Parce que eux ont probablement licencié, hein, et eux probablement ne pourront plus faire face à leur nouveau carnet de commandes le jour où ça reprend. Donc vous serez bien plus réactif qu'eux. Identifier, ça c'est très important, hein, identifier vos fournisseurs et partenaires les plus fragiles. Et vous devez vous assurer que le jour
où la reprise est au rendez-vous, hein, que eux soient toujours présents et qu'ils puissent vous fournir les commandes que vous allez leur passer. On a bien vu à nouveau, hein, plus vous êtes loin du consommateur, plus vous êtes impacté par les effets de stock. Et donc, plus long sera l'attente avant le retour des commandes. Donc, vous voulez vraiment vous assurer que ces gens-là seront toujours en vie le jour où ça reprend. Et puis, d'un autre côté, vous devez aussi vous assurer que les clients les plus importants eh bien, soient toujours présents et eux-mêmes sont dans le même cas de figure que vous, hein. Ils doivent aussi s'assurer que le jour où ils ont une reprise des commandes, vous pouvez les livrer en temps et en heure. Donc, on pourrait imaginer de leur demander un soutien financier le cas échéant, hein, soit direct, soit avec des aménagements des factures, des encours, etc. Donc leur demander de faire également un effort si c'est possible. Et puis, en attendant, il faut essayer de trouver des activités complémentaires. On parle d'upsell, essayer de trouver des services d'expertise que vous pouvez facturer à vos clients qui ont encore de l'argent, à faire des offres de formation, services de maintenance, enfin, on a cité plusieurs exemples. Euh, Peut-être travailler sur des nouveaux ou des améliorations, des optimisations de business model. C'est le bon moment que vous avez du temps, hein. Euh, et puis également, vu que vous avez du temps, c'est le moment pour vous de vérifier que tous vos processus sont à jour, hein, et vérifier qu'il faut absolument les nettoyer, hein, enlever le superflu, pour que vous soyez bien plus efficace, agile et réactif à nouveau lorsque la machine se remettra en route et que vous puissiez livrer des clients bien plus rapidement que tous vos concurrents. Et puis, avec un prisme Melsion, on va essayer de travailler sur des stratégies d'écosystème. Par exemple, avec essayer de regrouper des coûts fixes que vous avez avec vos concurrents, hein. Ça peut être des centres logistiques, des centrales d'achat, de la formation pour vos employés. Vous savez que c'est un sujet très important pour nous dans les sociétés. Il faut absolument qu'il y ait une formation continue de l'ensemble de vos collaborateurs, hein. Et s'allier avec vos concurrents qui sont dans la même situation que vous, et vous avez besoin d'eux aussi, autant qu'ils ont besoin de vous. Peut-être il y a des choses à faire à ce niveau-là. Ça peut être aussi du partage de compétences non stratégiques. Alors, vous allez garder l'ingrédient mystère, mais par contre, vous pouvez partager une partie de la recette. Et puis, on peut encore imaginer enfin, des stocks communs, enfin, plusieurs autres cas de figure. Tout ça est donc, enfin, Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure, hein, le goal, le but, le livre de Goldratt sur la théorie des contraintes, c'est le premier roman. Euh, c'est un livre absolument à lire une fois dans sa vie. Probablement qu'il va falloir faire un deuxième passage parce que c'est éminemment important de comprendre ce qu'il nous raconte dans ce roman. Et puis un autre livre qui peut être intéressant, ou du moins, j'ai cité Nassim Taleb tout à l'heure sur la métaphore de la dinde. Euh, c'est important, lui met en perspective le monde de cause à effet, les dangers de l'extrapolation en situation réelle. Donc pour terminer, Goldratt avait une petite phrase qui disait que pour être un homme d'affaires à succès, il y a une chose très simple à faire. Il faut penser cause à effet. Et du moment que vous appliquez ces principes-là, c'est comme se battre contre des petits chatons qui viennent de naître. Donc voilà, et pour ceux qui me connaissent, j'ai une réplique que je dis à longueur de journée, c'est que le bon sens est l'opposé des bonnes pratiques. Donc utiliser du bon sens, cause à effet, plutôt que de partir sur des modèles d'extrapolation qui sont souvent biaisés et probablement vont vous induire en erreur, comme on a pu. J'ai essayé de vous l'illustrer aujourd'hui. Merci beaucoup Yann. En fait, on est encore sur cette promotion d'un esprit scientifique, d'un esprit qui cherche les causes plutôt que de mettre une cautère sur une jambe de bois. Euh, une,
comment dire, une réparation sur quelque chose qui est lui-même une réparation. Donc, allons chercher Oui, l'origine et la c'est cause de c'est tout. des efforts qui demandent un peu d'énergie, hein, mais qui sont vitales parce que sinon vous allez vous retrouver enfermé dans un cycle qui ne représente pas la réalité. La moralité de cet exemple à nouveau, c'est qu'on a pu voir en 2009, et là c'est un exemple qui date de l'époque, hein, une intervention de Goldratt de janvier 2009 ou de février 2009, et on sait tous que 3 mois plus tard, la consommation avait repris et que ce n'était plus un sujet. Donc en finalité, ceux qui ont réussi à intégrer ces principes sur ce cas de figure-là se sont retrouvés en position bien plus agréable face à leurs concurrents, hein, parce ils ont fait cette analyse qui n'était pas uniquement basée sur les titres des journaux de l'époque. Impeccable. Merci à tous pour votre présence et nous allons donc nous retrouver vendredi prochain à 10h30 pour un nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Et donc tous les vendredis, 10h30, les deux chroniques qui nous paraissent importants pour les entrepreneurs, pour leur business. Et vous pouvez trouver euh, sur la chaîne Melsion les 500 chroniques qu'on a faites depuis 5 ans. Donc à bon rythme, je crois. Absolument. Et vous pouvez également nous retrouver le 8 janvier au siège de BPI France pour notre prochain séminaire. Tous les renseignements Effectivement, vous avez de sont quoi sur vous inscrire, Eventbrite. vous avez de quoi vous inscrire sur Eventbrite ou demander un lien d'inscription à votre conseiller Melsion favori.